et nous ne nous posons pas les véritables questions qui sont d'ordre civilisationnel. Il est évident qu'il y a la nécessité que nous avons tous, mondialement, de modifier nos comportements. On sait qu'aujourd'hui, les grandes villes des pays industrialisés n'ont que 2 à 3 jours d'autonomie alimentaire. Mais il est clair que le risque est important, qu'un grand nombre d'indicateurs sont au rouge. Nous sommes sortis de la route, le réservoir d'essence est presque vide et on dévale la pente avec le volant bloqué, avec le pied au plancher et avec un brouillard épais qui ne nous permet pas de voir les obstacles arriver. Depuis l'aube de l'humanité, le monde n'a cessé de se transformer. L'histoire humaine est une succession de bouleversements, de mutations et de révolutions. Du chasseur-cueilleur dans la savane africaine à l'homme hyper connecté d'aujourd'hui, on peut mesurer l'extraordinaire destin du sapiens. Héraclite, un philosophe grec de l'Antiquité, écrivait « On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Rien n'est permanent, sauf le changement. » Or, en ce début de 3e millénaire, beaucoup de citoyens, de penseurs et de savants diagnostiquent une vertigineuse accélération du monde. Le paléontologue André Leroi-Gourhan disait souvent à ses amis « Nous sortons du néolithique ». Le néolithique, c'est cette période de l'humanité, il y a plus de 10 000 ans, où nos ancêtres nomades abandonnent progressivement leur mode de vie pour fonder l'agriculture, l'élevage et les premières villes. Nous quittons donc peu à peu une très longue séquence historique qui se compte en milliers d'années. Nous sommes vraisemblablement les contemporains d'un basculement du monde. René Char disait « Nous sommes des héritiers sans testament ». En réalité, cette formule magnifique de René Char, elle nous dit que nous sommes une société qui avance aveuglément vers son destin. Donc, une société qui hérite du passé mais sans testament est une société qui ne se pense pas, ne pense pas le cap qu'elle va suivre et, au fond, ne pose pas les questions fondamentales qui sont d'ordre civilisationnel. Il n'est pas sûr que ce soit le monde qui s'accélère. Ce qui s'accélère, c'est dans le monde, nos activités, nos communications, nos manières d'entrer en relation, peut-être aussi une versatilité des opinions, des conduites politiques, des changements professionnels. Autrement dit, le monde, après tout, il est toujours dans les mêmes cycles cosmiques et autres, mais ce qui va de plus en plus vite, ce sont les relations interhumaines. On voit apparaître le maximum de rendement, le maximum d'efficacité, le maximum de désir, le maximum de consommation, le maximum de jouissance. Cet ensemble de maxima est le chiffre de la mondialisation. Cette formule d'intensification, cette montée en puissance de tous les paramètres, qu'ils soient actifs ou passifs, est clairement l'indice le plus prégnant du développement humain contemporain. Depuis la révolution industrielle, amorcée au XVIIIe siècle, jusqu'à nos jours, l'évolution est prodigieuse et l'accélération s'amplifie dans bien des domaines. Une question cruciale se pose. Parviendrons-nous à maîtriser ce fabuleux héritage ? Nous sommes aujourd'hui victimes d'un couple infernal travail-consommation. Comme nous ne produisons plus rien par nous-mêmes, comme nous avons des compétences de plus en plus spécialisées et que nous investissons dans le travail, nous sommes entièrement dépendants du marché pour satisfaire nos besoins. Et même des besoins qui, il y a 30 ans, étaient satisfaits par l'échange gratuit, par le don ou par les services qu'on se rend mutuellement au sein de la famille ou entre voisins. Aujourd'hui, ce sont des choses qu'on achète sur le marché. Et par conséquent, on doit travailler davantage, gagner davantage pour pouvoir satisfaire ses besoins. C'est donc une évolution extrêmement inquiétante qui est surtout une évolution qui nous prive de toute alternative à cette marchandisation toujours plus poussée. On a créé, en interconnectant
toutes nos économies, enfin toute l'économie mondiale globalisée, on a créé ce que les scientifiques appellent le risque systémique global. Et ça, c'est nouveau au niveau de l'humanité. Et donc, c'est ce qui permet de comprendre le paradoxe de notre économie mondiale, qu'elle est à la fois très stable et résiliente, mais à la fois de plus en plus vulnérable et fragile à des effondrements brutaux. D'abord, il y a une petite goutte, une petite étincelle qui déclenche quelque chose qui pourrait paraître bénin, mais ça déclenche des effets en cascade qui deviennent rapidement incontrôlables, puisque tout est interconnecté par des flux très rapides. Et ce qui rend le risque à la fois imprévisible et très grand. Et nous sommes entrés dans cette ère, dans cette époque, des risques imprévisibles, des risques systémiques globaux, au niveau de la finance, mais au niveau aussi du climat, de la biodiversité, etc. C'est le même type de dynamique. Pour la première fois depuis la formation de la Terre, il y a plus de 4 milliards d'années, l'homme est parvenu à modifier l'évolution même de la planète. L'impact des actions de l'homme sur son environnement a pris des proportions telles que l'on peut comparer l'humain à une véritable force géologique. Nous sommes déjà engagés vers des changements irréversibles de très nombreux indicateurs du système Terre. Certains savants ont qualifié cette nouvelle ère de l'histoire géologique de la Terre par la création du concept d'anthropocène. L'anthropocène se définit comme une nouvelle chronologie dans le découpage des âges de la Terre. Il signifie que c'est l'homme lui-même, au travers de l'incessante transformation de la nature, qui est la cause première des bouleversements actuels des flux de matière et d'énergie. Ce qui s'accélère, c'est des processus en quelque sorte de dégradation, la fonte par exemple de la banquise, ou des processus d'interaction avec les activités humaines qui deviennent de plus en plus intenses. Il est évident qu'il y a la nécessité que nous avons tous, mondialement, de modifier nos comportements, de cesser d'utiliser sans frein des énergies fossiles et de nous préoccuper de façon responsable de ce que l'humain fait à la nature. On se rend compte à la fois de notre puissance, mais aussi de notre vulnérabilité. En ça, c'est intéressant. Mais le concept d'anthropocène, il cache quelque chose de plus subtil, qui est que ce sont certains humains qui ont participé à la destruction du monde, et pas tous. Donc il met tous les humains dans le même panier, ce qui est faux. Il y a certains systèmes économiques, politiques, sociaux qui ont participé, qui ont fabriqué, qui ont généré ces catastrophes. L'Anthropocène, véritablement compris, appelle un changement de nos modes de vie, de notre culture, de notre manière de nous rapporter au monde et les uns aux autres. Et ce n'est pas simplement une question que les sciences biophysiques peuvent enseigner. C'est aussi une question profondément spirituelle que celle de l'Anthropocène. L'accélération exponentielle de tous les paramètres de l'activité humaine et des déséquilibres des cycles naturels date du milieu du XXe siècle. C'est à partir de ce moment que la courbe de tous les indicateurs naturels et humains s'est emballée à la hausse. Un des indices importants en est la démographie. Au début du XXe siècle, il y avait 1,5 milliard d'habitants sur la planète. Aujourd'hui, nous sommes plus de 7 milliards. La question de la croissance démographique est complètement taboue dans les discussions internationales, en partie parce que la question du contrôle de la population est une question taboue suite à des expériences de l'enfant unique en Chine ou l'expérience d'Indira Gandhi dans l'Inde des années 70, mais aussi parce que la croissance démographique, c'est le résultat de l'augmentation de l'espérance de vie en même temps que de taux de fertilité importants. Et donc pour beaucoup, c'est encore vu comme quelque chose de positif. Mais c'est un enjeu majeur. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est 1,2 milliard de personnes, ils seront 4 milliards à la fin de ce siècle, et ce sera un enjeu tout à fait majeur que de répondre à des besoins de cette population en croissance, qui en plus est de plus en plus centrée dans les villes. Actuellement, sans la consommation incroyable d'énergie fossile, et je pense pas seulement au pétrole, mais au gaz naturel qui produit les engrais azotés dont l'agriculture industrielle se nourrit pour produire tout ce qu'on produit,
eh bien, sans les engrais azotés, sans le gaz naturel, un tiers de l'humanité ne serait pas là. Ça veut dire que grâce aux énergies fossiles, on a construit un système, on est devenu hors sol, on a construit un système qui nous a déconnectés du monde vivant et de ses cycles. Si bien que si on n'a plus ce système qui nous maintient hors sol, comment est-ce qu'on va maintenir autant de populations ? À l'analyse du tableau de bord du système Terre, on se rend compte que les causes de ces multiples métamorphoses sont diversifiées, complexes et en interdépendance constante. Ainsi, la démographie, l'urbanisation, l'explosion de la croissance économique, l'épuisement progressif des énergies fossiles ou le développement des transports et du tourisme se conjuguent avec le réchauffement climatique, l'acidification des systèmes marins et le recul de la biodiversité. Au cours du XXe siècle, la consommation énergétique a décuplé, la consommation de ressources a fait x30. Et on constate aussi ce même schéma pour, par exemple, les émissions de CO2 dans l'atmosphère, pour le nombre de barrages hydrauliques construits, le nombre de téléphones portables. Et tout ce schéma montre que globalement, il y a une accélération époustouflante, globale, à la fois au niveau des systèmes humains et au niveau de la réponse du système Terre. La Terre répond à notre accélération. Mais ces basculements qui s'accélèrent ont aussi été générés par l'extraordinaire développement tout au long des siècles des sciences et des techniques. Aujourd'hui, la révolution informatique, l'intelligence artificielle, les nanotechnologies, le génie génétique ou les sciences cognitives nous permettent d'entrevoir des avancées exceptionnelles, impensables jadis. L'amélioration constante des soins de santé, l'allongement de l'espérance de vie ou l'élévation de la qualité du bien-être d'un nombre de plus en plus important de terriens sont des témoins privilégiés de ces évolutions scientifiques et techniques. Certains rêvent même d'un nouvel humain, radicalement augmenté au travers du projet transhumaniste, qui pourrait aller jusqu'à prétendre à l'immortalité. Le transhumanisme est clairement la dernière religion en date qu'ait vue notre planète, qui en a déjà vu beaucoup. C'est une religion qui accorde la place centrale à un certain type d'humains, oublieux peut-être de leur inscription dans un cosmos, oublieux peut-être qu'ils sont très nombreux. L'espoir qu'elle formule par rapport à une immortalité me semble une manière d'oublier ou de ne pas assez considérer le présent, tout simplement. Ces développements remarquables s'accompagnent, outre les saccages dramatiques des écosystèmes, d'un versant plus sombre, l'injustice. Les inégalités sociales qui perdurent et s'amplifient pour certaines catégories de la population n'en apparaissent que plus insupportables face aux perspectives d'un progrès potentiellement infini. L'accroissement des inégalités est vertigineux. Et le problème, c'est que nous ne voyons plus le rapport de force, ni la possibilité d'un rapport de force. On est face à des ultra-forces, face à des forces de numérisation, de financiarisation, de capitalisation, avec lesquelles on ne peut plus entrer en contact. On est vraiment dans un anti-rapport avec les ultra-forces. Le Royaume-Uni avait, l'année passée, exporter 17 millions de gaufres au chocolat et importer 17 millions de gaufres au chocolat. Dans cette opération, les grands gagnants sont ceux qui mobilisent à la fois les flux d'argent et les flux de gaufres au chocolat. Et le grand problème, c'est que comme nous avons aujourd'hui une mondialisation des
des rapports économiques grâce à la libéralisation du commerce et de l'investissement, il y a une concurrence pour l'utilisation des ressources, la terre, l'eau, entre des populations avec des pouvoirs d'achat extrêmement différents. Donc ces inégalités ont un impact immédiat sur la manière dont les ressources sont utilisées. Et si elles vont satisfaire les désirs des populations riches des pays de l'OCDE au détriment des besoins essentiels des populations pauvres dans les pays du Sud, c'est extrêmement problématique et c'est vers cette évolution-là que nous nous acheminons. Notre civilisation, basée sur la puissance énergétique, connaît une situation préoccupante qui demande une réaction politique forte qui se fait attendre. Parmi les politiques, il y a ceux qui savent et qui y croient et qui essayent d'agir dans un système assez verrouillé. Il y a ceux qui savent mais qui n'y croient pas, qui continuent à faire comme si rien n'était. Et puis il y a ceux qui ne savent pas et qui ne veulent pas savoir. On sait par exemple que les multinationales dépensent des millions de dollars dans des think tanks pour essayer de contrer les arguments scientifiques. On le voit au niveau du réchauffement climatique, mais de la toxicité du tabac, de l'amiante, des OGM, etc. Les marchands de doute sont très actifs. Et donc tout cela participe à une sorte de flou. Mais ce qui manque aux politiques, c'est d'avoir un horizon, une vision à 20, à 30, peut-être à 100 ans de ce que peut être l'humanité, de ce que nous voudrions que fût la planète. Et il y a là quelque chose qui, finalement, dysfonctionne entre ces cycles très courts de la décision et de l'action politique et ces cycles plus longs, mais plus décisifs, évidemment, de la nature et de l'humanité elle-même. Nous assistons donc à une combinaison historique exceptionnelle de mutations et de transformations cumulées qui affectent tous les aspects de notre existence. Certains prophétisent une véritable crise de civilisation. Nous nous tromperions et l'on tromperait l'opinion publique si l'on ne disait pas que sans une révision de nos modes de vie, de nos manières de produire et de consommer, de notre attitude quotidienne par rapport à la nature et les uns par rapport aux autres, rien de significatif ne changera. Ni les technologies, ni les politiques que le gouvernement conduit d'en haut, ni les programmes de responsabilité sociétale des entreprises ne vont nous sortir de la situation où nous sommes sans que nous fassions chacun pour ce qui nous concerne notre examen de conscience et réfléchissions à la manière dont dans notre environnement quotidien immédiat nous pouvons changer les choses. Face à cette situation radicalement nouvelle, de multiples options sont possibles. De la prédiction de l'effondrement aux politiques publiques de transition, de l'effervescence de projets citoyens aux initiatives partageuses. Toute une gamme de réactions éclot chaque jour partout dans le monde. Ces initiatives s'amplifient, elles s'accélèrent. Partout dans le monde, on assiste à une montée en puissance, en quelque sorte, de l'action citoyenne, que ce soit dans les pays industrialisés, les pays émergents, les pays en développement. Ça, c'est une chose. Maintenant, est-ce qu'elles seront suffisantes, en effet, pour résister aux grandes transformations et aux transformations qui vont dans le mauvais sens, et pour répondre aux grands défis planétaires comme le changement climatique? À l'heure actuelle, certainement pas. Le problème de ces initiatives, c'est qu'elles ont beau se multiplier, elles sont encore assez peu articulées entre elles, et surtout elles devraient changer d'échelle, c'est-à-dire qu'elles devraient atteindre peut-être territoire par territoire une masse critique qui permettrait de basculer vers d'autres paradigmes écologiques ou économiques. Il faut en effet souligner la floraison exceptionnelle de toutes ces révolutions tranquilles et silencieuses qui bâtissent le monde de demain sur tous les continents. On voit émerger des initiatives de terrain qui permettent de changer de paradigme. Je pense à toutes ces coopératives d'énergie et notamment d'énergie éolienne qui sont nées grâce à l'initiative des habitants. En Allemagne, par exemple, la moitié de la capacité des énergies renouvelables du pays sont détenues par les habitants eux-mêmes et co-gérées par les habitants eux-mêmes. Sans ces initiatives qui sont maintenant soutenues, mais soutenues a posteriori par les pouvoirs publics,
le pays ne se serait pas engagé de manière aussi ferme vers cette transition énergétique. Là, on voit que les citoyens forment une masse suffisante dans cette énergie collective qu'ils dégagent pour faire changer les choses. L'imagination est une vertu cardinale de cet éveil et de cet appel à repenser notre avenir. Par exemple, face à une urbanisation à outrance, il conviendrait d'amplifier des projets qui redéploient nos villes. L'agriculture urbaine, qui connaît un formidable développement à l'heure actuelle, à l'initiative des citoyens partout dans le monde, qui est d'abord un moyen de survivance dans les pays en développement et qui s'est très vite répandu dans les pays industrialisés et émergents, est vraiment un des enjeux du futur pour le monde entier. L'agriculture dans les villes crée des îlots de fraîcheur qui combattent les émissions de carbone, qui combattent le réchauffement des villes, etc. Et puis, c'est un formidable réflexe de vivre ensemble. Ça permet de travailler ensemble, ça permet aux gens les plus pauvres de vivre de cette production. Donc oui, ça amène un nouveau sens dans les villes, ça les rend plus durables, ça permet de prévoir l'avenir. Face aux intérêts privés, face à l'individualisme conquérant et face à l'épuisement de nos ressources naturelles, un vaste mouvement de prise de conscience qui germe ici et là nous permettra peut-être de changer d'angle de vue, de mieux maîtriser cette accélération forcenée et de forger un avenir empli d'espoir qui réenchante nos horizons. L'espoir, il n'existe que par, pour et dans une perspective d'avenir et un futur. Il faut avoir un horizon futur en vue pour mettre en œuvre des actions et à l'intérieur de ce travail, à l'intérieur de cette construction, entretenir de l'espoir. Nos vies vont évidemment se terminer à titre individuel, cela est triste pour chacun, mais l'humanité continue. Mais les générations futures sont déjà là, ceux qui auront à subir les pires changements climatiques et qui vivront 2100, qui nous paraît très loin, ils sont dans les écoles en ce moment. Ces innovations sociales, citoyennes, qui se développent dans les domaines de l'alimentation, l'énergie, la mobilité, sont extrêmement importantes parce qu'elles indiquent qu'il y a des alternatives et qu'il y a un appétit du changement, notamment dans le chef de la jeune génération. On a affaire sur la planète à la génération ou aux générations les plus éduquées, les plus informées, les plus connectées de l'histoire, les plus conscientes des grands enjeux planétaires. Et c'est parce que ces générations pensent global, qu'elles agissent localement, qui est la seule échelle à laquelle on peut effectivement agir. On sent qu'il y a une volonté de recréer dans son environnement immédiat, dans sa proximité, un monde qui correspond davantage à leurs valeurs. Imaginons de nouvelles valeurs qui dépassent nos particularités et qui célèbrent l'unité du genre humain et de la biosphère dans toute leur diversité. À la conscience personnelle doit se conjuguer la conscience citoyenne et la conscience écologique. Il y a cette construction déjà d'un nouveau monde, mais d'autres valeurs éthiques qui en elles-mêmes ne participent pas à la destruction de l'autre monde. L'autre monde se détruit tout seul, mais participe à la création de nouvelles manières de voir le monde, d'être en lien avec les autres êtres vivants, avec le système Terre, avec nous-mêmes, avec nos émotions, avec d'autres choses, quoi. Altruisme, bienveillance, sobriété, simplicité, convivialité, ce sont des mots qui reviennent à la mode et qui se traduisent aujourd'hui par des comportements, des nouveaux modes de vie, des manières de se rapporter les uns aux autres et à la nature qu'il faut aujourd'hui favoriser. Le problème, c'est que nous sommes, comme disait Max Weber, dans une cage où les comportements consuméristes et productivistes des uns obligent tous les autres à s'aligner sur ces comportements-là s'ils veulent participer à cette course effrénée à la respectabilité sociale et à la production économique et à la compétition économique. Donc il faut favoriser ces modes de vie, les ériger en modes de vie respectables, créer au fond une manière de respectabilité sociale qui ne passe pas exclusivement par les statuts que confèrent le travail et le revenu. Ça suppose
une mutation culturelle que les politiques ont la responsabilité d'encourager. Le monde bruisse de crainte, d'angoisse et d'incertitude. Nous peinons à conférer un sens aux métamorphoses de notre modernité. Nous sommes comme déboussolés. Nous avons à relever un véritable défi pour l'humanité. La tâche est tout à la fois exaltante, gigantesque et complexe. Car nombreux sont aujourd'hui ceux qui se réfugient dans un passé idéalisé, une identité repliée ou un dogme figé. Face à l'ancien monde qui s'estompe peu à peu, face aux menaces qui alourdissent notre présent, la liberté, la solidarité et l'égalité doivent plus que jamais nous guider. L'intérêt général, la convivialité, la sauvegarde des biens communs de l'humanité et la redistribution des richesses sont toutes des composantes essentielles pour émanciper les femmes et les hommes et garantir la survie de notre biosphère. Nous nous devons d'être lucides sur l'emballement historique de la planète. À chacun de choisir le rôle qu'il entend jouer dans cette reconfiguration de l'avenir. Mais n'oublions jamais que nous dépendons de la Terre et que la Terre dépend de nous.